Trump a clairement fait savoir qu'il veut mettre fin à la guerre en Ukraine aussi rapidement que possible, indépendamment de ce que cela signifie pour les Ukrainiens. L'Amérique a temporairement suspendu l'aide militaire à l'Ukraine début mars, ce qui a entravé les opérations ukrainiennes sur le terrain. Même si l'interruption du partage de renseignements a duré environ une semaine, le champ de bataille a beaucoup changé depuis lors. Des milliers de troupes ukrainiennes qui ont fait irruption dans la région de Koursk en Russie en août dernier ont été presque encerclées par les forces russes en quelques jours seulement. C'était un coup majeur pour l'effort de guerre de l'Ukraine, sans doute sa plus grande perte dans le conflit jusqu'à présent. Trump a maintenant levé la suspension de l'aide à l'Ukraine, mais les événements et la rhétorique des dernières semaines ont endommagé l'unité transatlantique. L'Europe se réveille face à une nouvelle réalité géopolitique où elle ne peut plus compter sur l'Amérique pour sa défense. À la lumière de cela, le Portugal a récemment abandonné son projet d'acheter des F-35s produits aux États-Unis et cherche plutôt des alternatives fabriquées en Europe. La Suède pourrait être la prochaine à reconsidérer et d'autres aussi. Seule une fraction des commandes totales de F-35 de l'Europe a été livrée et si les relations entre les États-Unis et l'Union européenne continuent de se détériorer, les Européens pourraient annuler ces commandes en totalité. Dans un monde où l'Amérique n'est plus un allié fiable, l'Union européenne cherchera à remplacer les armes américaines et en même temps à construire ses propres industries de défense. C'est maintenant le moment parfait pour agir. Rien ne fait bouger un politicien plus rapidement que le bruit d'un coup de feu lointain. Mais les entreprises avancent tout aussi rapidement avec de nouveaux financements provenant des marchés boursiers européens qui sont en plein essor. Tous les géants de la défense sont en hausse à 2 chiffres. Cependant, investir peut être difficile. Alors pourquoi ne pas laisser l'intelligence artificielle donner un coup de main? C'est précisément ce que fait Candlestick Intelligence Artificielle, le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui. Il automatise les investissements pour les débutants sur le marché boursier. Les hedge funds et les grands acteurs de Wall Street ont utilisé une technologie similaire pour obtenir un avantage financier pendant des années. C'est juste maintenant, pour la première fois, que l'intelligence artificielle peut équilibrer les chances. Candlestick Intelligence Artificielle intègre des données financières, des actualités du marché et des informations techniques pour identifier des opportunités d'investissement que les investisseurs humains pourraient manquer. Il faut moins de 10 minutes pour configurer pour les clients aux États-Unis. Il suffit de télécharger l'application et de dire à Candlestick vos préférences d'investissement et vous obtiendrez un portefeuille Intelligence Artificielle sur mesure qui répond à vos besoins. L'assistant Intelligence Artificielle gère ensuite automatiquement le reste, y compris l'achat, la vente et l'optimisation de vos stratégies. Avec chaque décision, l'assistant Intelligence Artificielle vous donne même un rapport d'investissement interactif généré sur mesure afin que vous puissiez comprendre les raisons pour lesquelles l'action a été choisie. Bien sûr, ces informations générées par l'intelligence artificielle ne garantissent pas les performances futures. Utilisez-les comme bon vous semble. Candlestick Intelligence Artificielle rend simplement l'investissement plus facile pour les débutants. Pour plus de détails, voir leur application dans la description. Parfois, l'argent n'est pas seulement la réponse, c'est la seule réponse. Le 4 mars, l'Union européenne a annoncé un programme appelé Rearm Europe. Il promet de débloquer jusqu'à 800 milliards d'euros pour mobiliser la base industrielle du continent et combler les lacunes de ses arsenaux, ce qui se traduit par environ 860 milliards de dollars. Plus précisément, le nouveau programme de l'Union européenne cherche à assouplir les réglementations sur la dette afin que les membres puissent contracter des prêts pour augmenter les dépenses militaires. Le plan consiste à emprunter 650 milliards d'euros à la Banque européenne d'investissement et à utiliser cela pour augmenter les dépenses de défense à 3,5% du produit intérieur brut de manière générale. De plus, le programme cherche à créer un fonds de prêt collectif de 150 milliards d'euros qui permettrait à plus de budget propre de l'Union européenne d'être dépensé en défense. Ainsi, bien que le plan ne lèvera pas immédiatement de nouveaux fonds, il pourrait stimuler des dépenses plus élevées à l'avenir. Financièrement, les résultats commencent déjà à arriver. Pour la première fois en plus de 30 ans, le secteur de la défense en Europe est très prisé.
les valorisations des entreprises de défense atteignent des niveaux records. Certains groupes ont augmenté de plus de 40% depuis le début de l'année. Il y a plus de 32 d'entreprises de défense européennes qui figurent parmi les 100 premières au monde en termes de revenus de défense. C'est là qu'ils se trouvent. Bien que de bons moments soient à venir pour tous, certains en bénéficieront probablement plus que d'autres. Rheinmetall d'Allemagne, British Aerospace Systems de Grande-Bretagne, Nammo de Finlande et de Norvège, et Cross Maffei Wegmann plus Nexter Defense Systems, qui est une alliance de Nexter de France et de Cross Maffei Wegmann d'Allemagne, sont les gagnants en première ligne. Dans les années à venir, ces conglomérats sont susceptibles de prendre de grandes commandes pour des véhicules blindés, des moteurs, des munitions, de l'électronique et toutes sortes d'armements. Rheinmetall, par exemple, qui produit des véhicules blindés, des obusiers, des munitions et plus encore, a vu sa valeur marchande grimper en flèche ces dernières semaines. Elle dépasse maintenant celle de Volkswagen. La même performance boursière est observée chez Leonardo, Saab et British Aerospace Systems, tandis que les géants de la défense américains sont en déclin. Il suffit de dire que les géants de la défense européens sont sur le point d'entrer dans un âge d'or. Cependant, la mise en marche de programmes multinationaux complexes prendra du temps et toutes les armes fabriquées en Amérique ne peuvent pas être facilement reproduites. Prenons l'exemple du Patriot, qui est l'un des systèmes de défense aérienne les plus avancés au monde. Il se compose d'un système radar et de lanceurs mobiles qui peuvent tirer des missiles intercepteurs sur des projectiles ou des avions entrants. Jusqu'à présent, le Patriot a été le principal système de défense aérienne de l'Europe. Cependant, alors que l'Union européenne devrait investir davantage dans la défense aérienne et les systèmes de missiles, beaucoup de ses membres cherchent des moyens de remplacer l'armement américain, y compris le Patriot. Et bien qu'aucune alternative ne soit aussi bonne que le Patriot, les missiles SAMPT sont les plus proches. Ce système est fabriqué par Eurosam, une coentreprise entre le champion pan-européen des missiles MBDA et Francis Thales. Les pays de l'Union européenne devront investir considérablement dans ces sociétés. Un autre domaine stratégique nécessitant des investissements urgents et substantiels est le renseignement, la surveillance et la reconnaissance, ou intelligence, surveillance et reconnaissance en abrégé. Presque tout le intelligence, surveillance et reconnaissance dans la guerre en Ukraine a été fourni par les Américains. L'un des moyens les plus efficaces de collecter des intelligences, surveillance et reconnaissance est par avion de renseignement par signaux. Ces derniers peuvent intercepter, rassembler et analyser les communications ennemies, les émissions radar et d'autres signaux électroniques dans le but d'obtenir des avantages stratégiques et tactiques. Cela peut sembler choquant, mais l'Europe ne possède qu'une poignée de ces avions. La Finlande, la France et l'Italie en ont chacun un, tandis que la Suède en a 2. La Grande-Bretagne et la Turquie en ont chacun 3, mais le reste de l'Europe est complètement dans le noir en ce qui concerne l'intelligence, surveillance et reconnaissance. Cela doit changer rapidement. Hensoldt, en Allemagne, travaille sur un avion de renseignement de signaux indigènes appelé Pegasus, mais il est encore à des années de distance. Pendant ce temps, Saab de Suède a des capacités dans les systèmes d'alerte précoce et de contrôle, mais manque d'un aéronef. Si l'Union européenne va développer ses propres capacités intelligence, surveillance et reconnaissance, elles devront provenir de ces deux entreprises. Un autre domaine où l'Europe est devenue dépendante des États-Unis est la communication par satellite. En Ukraine, par exemple, Starlink de l'Amérique a été essentiel pour intégrer les données sur le champ de bataille et les relier aux troupes ukrainiennes sur le terrain. L'Europe n'a pas son propre programme Starlink, du moins pas avec la même latence et bande passante. Alors, c'est un autre écart de défense qui nécessite un investissement majeur. L'opérateur de satellite français Eutelsat pourrait être en mesure d'aider. Il possède OneWeb et est actuellement en pourparlers avec les gouvernements de l'Union européenne pour créer un plan de contingence pour l'Ukraine au cas où Starlink retirerait ses services. Toutefois, l'Europe devra avoir une épée et un bouclier pour dissuader la Russie. Récemment, Leonardo d'Italie et Baykar de Turquie ont signé un mémorandum d'entente pour le développement de technologies sans pilote.
L'Union européenne est à la traîne en matière de drones et son marché est estimé à environ 100 milliards de dollars. La coentreprise italo-turque peut répondre à cette demande. Mais peut-être que le matériel le plus compliqué à remplacer est le F-35. Certains législateurs européens débattent de l'éventuel interrupteur d'arrêt dans l'avion. C'est une rumeur de longue date que les États-Unis peuvent désactiver à distance le F-35 si leurs intérêts stratégiques changent. Vrai ou faux, c'est un sujet pour plus tard. Cependant, en l'état actuel des choses, l'Europe n'a pas d'alternative immédiate au F-35, du moins pas avec ses capacités spécifiques. Le géant de l'aviation française Dassault a récemment annoncé son intention de doubler la production de chasseurs Rafale à 4 ou 5 par mois d'ici 2026. Cela signifie qu'entre 50 et 60 jets Rafale seront disponibles par an. Si la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie pouvaient également augmenter la production de l'Eurofighter et si la Suède Saab pouvait faire de même avec le Gripen, l'Europe pourrait progressivement se sevrer des avions fabriqués aux États-Unis. Cependant, aucun de ces avions n'est près de l'F-35 en termes de capacité et ne pourrait donc servir que de mesure provisoire. À long terme, l'Europe devra acquérir un avion de 5e génération propre, mais qui n'est pas américain. Le Kaan de la Turquie est un avion de 5e génération qui se rapproche de l'F-35 en capacité. Il est développé par Turkish Aerospace et il est rempli de sous-systèmes indigènes avec des chaînes d'approvisionnement proches de l'Europe. Il existe également d'autres programmes pan-européens tels que le Future Combat Air System et le Global Combat Air Programme, mais ce sont des avions de 6e génération et ils sont à des décennies de l'entrée en service. En gros, l'Europe a essayé de sauter une génération d'avions et n'a maintenant que peu de choses sur lesquelles se replier. Cela laisse donc le projet turc comme la seule option réalisable, qui est prévue pour une production de masse d'ici 2028. Cela dit, l'acquisition des avions turcs pourrait se compliquer. Les relations entre la Turquie et l'Europe sont tendues depuis des années, donc les deux parties devraient intensifier leur engagement et améliorer leurs liens avant de prendre des engagements stratégiques à long terme. Le point est que toutes les armes ne peuvent pas être reproduites au sein de la zone euro, du moins pas rapidement. Donc, dans certaines catégories, les lacunes devront être comblées en achetant directement à l'étranger. Et la Corée du Sud sont souvent considérés comme des fournisseurs alternatifs viables et certains membres de l'Union européenne sont déjà à l'écoute. Par exemple, depuis 2022, la Pologne a signé des contrats d'une valeur de 16 milliards de dollars avec des entreprises de défense sud-coréennes. L'ordre comprend des chars, des obusiers, des avions, des lance-roquettes et ainsi de suite. Plus de tels arrangements pourraient être faits avec des fournisseurs non Union européenne. Cela dit, tout le monde en Europe n'est pas content d'apporter des fournisseurs lointains. Les lobbyistes français et allemands se disputent maintenant sur la question de savoir si le fonds collectif de 150 milliards d'euros pourrait être dépensé pour des armes fabriquées en dehors du bloc. Le chancelier allemand Scholz dit que l'initiative devrait être ouverte à des partenaires non Union européenne partageant les mêmes idées telles que la Grande-Bretagne, la Norvège, la Suisse et la Turquie. Cependant, le président français Macron, qui prône depuis longtemps l'autonomie stratégique, soutient que les dépenses devraient être strictement limitées aux producteurs de l'Union européenne. Donc, à la manière typique européenne, le fonds de 150 milliards d'euros pourrait être déraillé par la politique. Mais même ainsi, cela ne serait qu'un petit hockey dans le grand schéma des choses. Le reste du programme Rearm Europe, 650 milliards d'euros, provient de la dette nationale et n'est donc pas soumis au veto de l'Union européenne. Un État de l'Union européenne ne peut pas opposer son veto à ce qu'un autre État fera de son propre budget. Ainsi, chaque nation pourra acquérir les armes dont elle a besoin. Sur le papier, l'Europe possède plus que suffisamment de ressources pour se défendre et soutenir l'Ukraine en même temps. En 2024, le produit intérieur brut combiné de l'Union européenne a dépassé 19 000 milliards de dollars, éclipsant l'économie russe de 2 000 milliards de dollars.
La Russie ne figure même pas parmi les 10 premières économies mondiales. Elle est à la traîne derrière l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l'Italie. Sans surprise, l'Europe a également une longueur d'avance sur la Russie en matière de dépenses militaires. En 2024, l'Union européenne a collectivement dépensé environ 457 milliards de dollars en défense, tandis que la Russie a dépensé 146 milliards de dollars. En termes de population, les 449 millions de citoyens de l'Europe surpassent les 145 millions de la Russie. Le seul avantage stratégique de Moscou réside dans les armes nucléaires. Mais même là, la Grande-Bretagne et la France ont suffisamment de bombes nucléaires pour fournir au reste de l'Europe une dissuasion crédible. En somme, en exploitant sa force économique, son avantage démographique et son potentiel militaire, l'Europe pourrait contrer la Russie avec confiance et fournir à l'Ukraine le soutien dont elle a besoin. Il s'agit simplement de transformer ses ressources en politique et en actions efficaces. Mais l'engagement politique à long terme est la clé. Les forces armées de l'Europe ont été vidées par des décennies de délabrement. Il y a des lacunes substantielles dans leurs capacités, certaines sont même incapables de combiner les armes. Pendant des décennies, des facilitateurs critiques ont simplement été externalisés aux États-Unis, y compris le ravitaillement en vol, le levage lourd, la logistique et même des opérations de base comme le renseignement, la surveillance et la reconnaissance. L'Amérique s'est occupée de tout, et l'Europe va maintenant devoir réapprendre ce que signifie diriger une armée prête au combat. Malgré tout cela, le paquet de réarmement de l'Europe ne sera pas suffisant, mais cela pourrait être un début. Si les gouvernements européens peuvent tenir leurs promesses de dépenses avec des contrats à long terme, les géants de la défense européenne pourraient éventuellement remplacer l'Amérique. Mais pour rester sur la bonne voie, l'Union européenne devra continuer à injecter des centaines de milliards supplémentaires dans sa défense. Le paquet de l'Union européenne, tel qu'il est actuellement, ne peut pas être une chose unique. Les dépenses de défense nécessiteront des dépenses étatiques expansives et permanentes. Une étude de Bruegel et de l'Institut de Kiel soutient que l'Union européenne doit dépenser chaque année un supplément de 261 milliards de dollars en défense, en plus des dépenses existantes. Cela porterait le budget de défense collectif de l'Union européenne à 727 milliards, une augmentation substantielle. Financer cela sera délicat car contracter trop de prêts pourrait se retourner contre nous. L'Union européenne a déjà traversé cela auparavant, le plus récemment lors de la crise financière de 2008. Comme auparavant, l'inflation pourrait augmenter à mesure que la dette s'accumule. Ainsi, pour lever les fonds nécessaires sur une longue période sans déclencher une inflation à 2 chiffres, les Européens devront faire quelque chose qu'ils ne veulent vraiment pas faire. Ils peuvent soit réduire les dépenses sociales, soit augmenter les impôts. En comparant les deux options, il est plus justifiable de réduire les dépenses sociales que d'augmenter les impôts. Pour la majorité des Européens, l'État-providence est la voie naturelle des choses, mais comparé aux normes historiques et contemporaines, ce n'est pas le cas. En 2012, la chancelière de longue date de l'Allemagne, Merkel, a fait une déclaration qui a bien vieilli. Elle a souligné que l'Europe représentait 7% de la population mondiale, un quart de sa production économique, mais jusqu'à la moitié de ses dépenses sociales. Ces chiffres ont quelque peu changé depuis, mais son point de vue reste valable. Pour l'Europe, il n'y a aucun moyen d'augmenter de manière permanente les dépenses de défense sans réduire les dépenses sociales. On ne peut bâtir une forteresse avec des aumônes. Donc, pour rester forte, l'Europe doit alléger sa charge. J'ai été votre hôte Shirvan de Caspian Report. Si vous approuvez ce que nous faisons, veuillez laisser un commentaire, appuyer sur le bouton j'aime et peut-être partager la vidéo. Merci pour votre temps et à bientôt. Merci.